J'espère que vous allez bien, chers amis passionnés d'astrologie et d'actualité, ainsi que vos proches, et que votre première journée de confinement et de mise en quarantaine se passe relativement bien. Vous avez dû prendre connaissance du dispositif très strict qui a été mis en place par le gouvernement via un SMS que vous avez dû recevoir également via la presse. Donc là, vous le voyez, M. Castaner qui s'exprime en expliquant qu'il déploie plus de 100 000 policiers et gendarmes donc mobilisés pour contrôler les allées et venues donc des personnes. Alors là, il faudra avoir montré patte blanche, donc soit un certificat médical, soit donc télécharger une attestation remplie sur l'honneur ou sur papier libre, pour justifier de son déplacement, donc pour aller promener son animal de compagnie, pour aller chez le médecin, pour faire quelques petites courses, éventuellement pour faire du sport, mais en solo, mais sans rassemblement. Donc fini les matchs de foot entre copains, donc fini les terrasses, attablés à des terrasses. C'est vrai que là, on s'approche tout doucement du printemps, donc ça va pas être facile, hein. Donc là, c'est que le premier jour. Donc voilà, je suis de tout cœur avec vous. On est tous de toute façon dans le même bateau. On va continuer donc sur le sujet du jour, dont vous avez vu s'afficher sur donc le titre, de cette vidéo. Alors vous verrez, on essaiera quand même, de parler d'autre chose, puisque il faut aussi se changer les idées. C'est vrai que le fait de sans arrêt parler d'une maladie, forcément, ça a de quoi rendre malade, hein. Mais enfin, voilà, on n'a pas fini de faire le tour du sujet. C'est vrai que j'ai pas mal de questions qui arrivent, donc j'essaye quand même autant que possible d'y répondre. Donc là, j'ai des questions légitimes, sur la durée possible de cette crise sanitaire, son impact bien sûr en termes de pertes humaines, des potentialités, ça on en a déjà un petit peu parlé, mais on va y revenir, on va repréciser les choses. Donc sur quelle durée, quand est-ce que finalement l'œil du cyclone, va passer pour que l'on puisse reprendre une vie normale, si tant est qu'on puisse reprendre une vie normale, puisque vous avez vu que tout est à l'arrêt, donc toute la machine économique donc, qui est à l'arrêt, et puis il y a aussi une justification. Donc on a expliqué, que ce virus avait des fonctionnalités de nous amener vers un nouveau paradigme. Et donc ça veut dire qu'il faudra s'habituer à ne plus vivre exactement comme avant. Donc ça c'est quelque chose qu'il faudra vraiment intégrer. Ça va pas être facile, donc on aura l'occasion d'en rediscuter. Donc on va également parler, on va profiter en fait, de cette vidéo pour recontextualiser également ce mot pandémie, au regard de ce que on nous a dit, bien sûr, ce qu'on sait déjà nous de notre côté. Donc de pouvoir apporter des nuances, des subtilités, c'est très important. Ça me paraît très important par rapport justement à cette presse, à tout ce tatamar médiatique. Donc vous savez un petit peu ce qu'on peut penser, tout ça, quand on confronte avec nos propres recherches, avec les déclarations de certains officiels. Donc c'est important. Donc, également, on va revenir, toujours refaire cette mise en perspective, un petit peu comme on l'a déjà fait au travers de notre chronique, sur les cycles des épidémies et des pandémies. Donc on va repréciser encore certaines choses. Donc toujours nous projeter dans le passé, et aussi pour pouvoir, bien sûr, appréhender au mieux l'avenir. Nous allons également remettre à plat toutes les informations dont on dispose au regard des prophéties autoréalisatrices que font parfois certains de nos élites, ou en tout cas certains de leurs agents les plus éminents, tout dépend comment on les situe dans la hiérarchie, qui nous livrent en tout cas au cours de leurs interviews, leurs interventions, ou carrément à l'écrit, des pistes sur l'avenir de notre monde. Alors vous savez qu'on parle de prophéties autoréalisatrices quand des personnes finalement sont à la fois des prédicateurs, c'est-à-dire qu'ils vont faire des déclarations, donc des prévisions, des prédictions, et tout en faisant ces déclarations qui vont faire les gros titres, en coulisses, ils sont en réalité les artisans, et donc ils sont un peu la cheville ouvrière pour créer finalement ce nouveau paradigme. Donc là, comme je le disais, tout dépend de la hiérarchie dans laquelle ils sont dans la société, les prérogatives aussi dont ils disposent, ou voilà, est-ce qu'ils vont finalement vous livrer des informations secrètes, de l'agenda de ceux qui les dirigent, ceux qui sont au-dessus d'eux finalement, hein. Donc là, souvent, bien sûr, c'est habilement distillé. C'est jamais dit de bout en blanc, mais il faut savoir lire entre les lignes. Donc pour voir qu'effectivement, et surtout après coup, donc c'est surtout après que les événements se soient réalisés, que là on peut vraiment se rendre compte que ce sont des prophéties autoréalisatrices, surtout quand certains sont passés maîtres dans l'art d'exceller dans ce domaine-là. Initié comme vous l'êtes, vous connaissez tous et toutes la couverture de The Economist, le numéro spécial qui, c'est vrai, depuis ces 5 dernières années, surtout, a non seulement livré à ses lecteurs et chercheurs de vérité de tout horizon des indices sous forme d'énigmes sur la marche du monde,
mais ils vont jusqu'à aujourd'hui devenir de plus en plus explicites en empruntant les codes même de la voyance et de la cartomancie avec la couverture de The Economist 2017 qui revisitait le tarot de Marseille, vous vous en souvenez. À ce propos, vous avez sous vos yeux la couverture de The Economist 2019 qui a donné là encore une fois quelques indices sur la malédiction qu'on est en train de vivre hein, de ce coronavirus avec le panda donc qui symbolise la Chine, et nous voyons ici le pangolin également. Hein. Donc vous avez pu voir dans une des vidéos que j'ai diffusées, donc c'était un extrait tiré d'une chaîne étrangère, donc où vous voyez qu'on vous parlait d'un pangolin, c'est vrai qu'on a parlé de chauve-souris, pangolin, donc vous voyez la symbolique. Donc là encore une fois, on vous annonçait, mais bien entendu, il fallait vraiment faire le rapprochement, hein, de savoir que il y avait ce lien entre le pangolin et donc la malédiction donc, de ce coronavirus. J'ai failli oublier les quatre cavaliers de l'Apocalypse, hein, qui sont représentés également sur la couverture de The Economist 2019, où vous voyez ici, d'ailleurs, la version avec papier toilette, hein, donc c'est la version un petit peu plus humoristique. Alors vous avez eu également Emmanuel Macron, vous vous en souvenez, lorsqu'il avait déclaré dans les bureaux de WWF, c'était au mois de février 2017, le 9 février très exactement, il avait déclaré «l'argent ne se mange pas». Donc c'était en pleine campagne présidentielle. Donc nous en avions d'ailleurs fait une chronique hein, pour vous parler de cette phrase lunaire et énigmatique qui prend tout son sens aujourd'hui, vu les derniers développements. Alors vous avez probablement vu passer dans la presse que d'ores et déjà, il y a eu des magasins d'alimentation qui ont été pillés. Alors je ne sais pas s'il y en a eu beaucoup, mais en tout cas, cet article presse nous en parle. Et vous avez même des policiers qui ont été pris à partie par ces individus. Donc là, vous voyez bien à quel point, dans cette configuration, l'alimentation prend une valeur marchande bien plus importante qu'une liasse de billets. C'est exactement ce que nous avions annoncé il y a bien longtemps maintenant. Et nous en avons même fait plusieurs chroniques, et nous en avons fait une chronique toute récente pour parler d'ailleurs de premier bank run, donc de ce 21e siècle. Donc on retrouve bien ce casse finalement pour, vous voyez, de l'alimentation. Donc ça va être pareil, il faudra surveiller les champs également. Tous ceux qui sont maraîchers, tous ceux qui ont des champs de pommes de terre, des champs de voilà, différents légumes. Hein. Donc là, c'est quelque chose qui va prendre une valeur marchande très importante. Vous allez voir le marché noir très probablement qui va commencer à se mettre en place. Si c'est pas maintenant, ce sera un petit peu plus tard. Alors voici une autre petite photo collector, mais je pense que ça, vous avez dû en voir et on va en revoir hein, de toute façon. Donc ce type d'image, j'ai indiqué, ne devrait pas durer très longtemps, car il y aura certainement un rationnement alimentaire, donc il ne sera pas à exclure dans le futur. Alors Uranus, encore elle, la planète des grands bouleversements, séjourne en taureau, vous le savez, c'est le signe de l'alimentation, pour amener de force cette révolution dans les comportements alimentaires. Donc vous avez Saturne qui symbolise bien sûr, on l'a vu à plusieurs reprises, les limitations, le rationnement, donc il s'apprête dans une semaine, même pas, à transiter le Verseau au carré du Taureau. Donc ce cycle Saturne-Uranus négatif déjà en formation est d'une grande radicalité. Donc bien que Saturne va opérer son mouvement de rétrogradation autour du 12 mai, pour revenir dans le signe du Capricorne autour du 1er juillet, donc ce cycle restera en embuscade toute l'année 2020, avec même fin d'année l'apport de Jupiter en Verseau, donc c'est le signe effectivement qui est de la fraternité mais aussi de l'individualisme, donc qui invite normalement désormais au partage et à ne plus penser seulement qu'à soi. Mais vous pensez bien justement que c'est un véritable choc psychologique et sociétal hein, pour les masses de consommateurs dans nos pays dits développés à économie de marché d'avoir été, j'indiquais, biberonnés à l'abondance, voire au gaspillage de nourriture, pour soudain changer de comportement total comme ça. Hein. Donc là, c'est une véritable révolution. Donc c'est vrai que les révolutions alimentaires et sociétales, également les bouleversements politiques vont ensemble. Donc on aura avec ce cycle un Jupiter-Saturne en Verseau, fin 2020 et 2021. Donc on aura ce bouleversement, de toute façon, on ne va pas y couper, donc c'est ce que je vous indiquais, on a véritablement changé de paradigme. D'ailleurs, dans nos prévisions 2020, nous indiquions que la France faisait sa révolution solaire dans le signe du Verseau, donc c'est bien ce signe qui est mis en valeur de plus en plus, puisqu'on a Saturne qui va faire ses premières incursions, et puis on va avoir également Jupiter l'année prochaine, et ensuite dans la foulée, nous aurons en 2023, donc un petit peu plus tard, on aura Pluton, donc, qui va quand même transiter jusqu'en 2044. Donc là, on va vraiment vivre sous cette nouvelle ère. Donc Verseau avec tous ces paradoxes et donc ce côté un petit peu éparpillé pour le meilleur,
Donc il faut bien aussi garder le meilleur, mais aussi parfois pour le moins bon. Alors vous avez le titre de l'ouvrage d'Emmanuel Macron, le titre de livre programme. Alors je le mets entre guillemets programme, parce qu'en réalité c'était une sacrée coquille vide. Mais vous voyez que le titre se suffit à lui-même, surtout quand on le remet dans le contexte d'aujourd'hui, au regard notamment de ce début de mouvement insurrectionnel qui a éclaté en France, qu'on a appelé Gilets jaunes et que l'on a vu essaimer d'ailleurs un petit peu partout dans de nombreux endroits du globe. Alors la preuve qu'avant même d'être président de la République, Emmanuel Macron, qui n'est qu'un agent exécutant, connaissait déjà les grandes lignes du plan de ses maîtres pour annoncer près de 2 ou 3 ans avant ce qui allait se passer. Alors celui qui détient la palme d'or dans cet exercice, celui qui excelle en la matière, c'est bien sûr Jacques Attali, qui nous a déjà gratifié de plusieurs perles, puisqu'il a lui-même déjà annoncé l'avènement d'Emmanuel Macron avant même qu'il occupe le trône élyséen. Donc là, vous voyez la date, 27 août 2014. Donc M. Macron n'était même pas encore dans les écrans radars des télévisions. Il était inconnu au bataillon et vous annonçait déjà donc Emmanuel Macron comme présidentiel, ou du moins il commençait à se faire connaître en 2014. J'exagère un petit peu, puisque c'est à partir de ce moment-là, mais enfin, voilà, c'était un illustre inconnu en tout cas pour le grand public. Et puis bien sûr, il a parlé aussi de révolution en 2016. Il a dit il y aura une révolution si les Français sont déçus. Vous vous souvenez, on a déjà diffusé après coup donc une série de vidéos, en tout cas il y en avait 2, où il avait délivré 2 interviews très intéressantes, très enrichissantes, donc qui permettaient justement de se projeter aussi sur l'avenir. Et il vous avez même parlé d'une future présidente de la France qui pourrait être une femme plutôt jeune, de l'ordre de 24, 25, 26 ans. Donc c'était à l'époque, et donc là aujourd'hui il faut rajouter quelques années. Donc là, forcément, ça nous met, tout ceci nous met sur la voie où ça vient confirmer, voire conforter des intuitions ou des conjectures, si on ne les avait pas avant, si on n'avait pas l'information avant. Mais vous allez voir qu'il a fait encore plus fort. Alors vous savez que les titres de la presse française, qui ont chacun un site internet, proposent parfois à leurs lecteurs d'avoir un blog. Et donc là, M. Attali a eu un blog chez l'Express. Et donc là, vous voyez, on est sur le blog de M. Attali. Donc conversation avec Jacques Attali, changé par précaution. Donc c'est daté du 3 mai 2009. Donc là, vous voyez, d'ailleurs, il y a sa présentation. Et en fait, je vais vous lire, puisque c'est écrit en tout petit, ce qu'il vous a dit. En fait, quelle prophétie a-t-il fait donc, concernant le coronavirus, en tout cas concernant une éventuelle pandémie. Alors, je n'avais pas connaissance de ce document. C'est Françoise, que je salue au passage. D'ailleurs, je salue les 2 Françoises. Il y en a une autre également qui ne ménage pas ses efforts pour nous fournir des pistes intéressantes de réflexion, donc pour nous permettre d'avancer dans nos discussions. Alors, c'était le 3 mai, donc vous l'avez vu, donc 2009, que M. Attali s'est livré à ses quelques confidences sur son blog du site de l'Express. Et c'était au moment, il faut remettre tout ça dans le contexte de la pandémie, entre guillemets. C'est comme ça, vous voyez, finalement, on délivre des pandémies, des certificats à tout va. Je vais vous montrer les articles, vous allez voir. C'était la pandémie, entre guillemets, de la grippe H1N1 de 2009, qui a duré de 2009 à 2010. Alors on a eu justement cette apparition, donc c'était au Mexique en mars 2009. Donc il y a eu cette mobilisation, encore une fois, qui a été lancée par l'Organisation mondiale de la santé dès avril, avec, je vais vous montrer quelques dates également. Et donc vous avez M. Attali qui a commencé a forcément apporté son commentaire par rapport à cette crise sanitaire, qui s'annonçait, donc forcément, on ne sait pas comment ça peut tourner ce type d'histoire-là. Donc je vais vous lire très exactement ce qu'il a dit sur son blog. L'histoire nous apprend que l'humanité n'évolue significativement que quand elle a vraiment peur. Elle met alors d'abord en place des mécanismes de défense parfois intolérables, des boucs émissaires et des totalitarismes. Parfois futiles de la distraction, parfois efficaces des thérapeutiques, écartant si nécessaire tous les principes moraux antérieurs. Puis une fois la crise passée, elle transforme ces mécanismes pour les rendre compatibles avec la liberté individuelle et les inscrire dans une politique de santé démocratique. La pandémie qui commence, donc il parlait celle de 2009, mais après on ne sait pas, avec lui, vous voyez, là vous allez voir le développement, pourrait déclencher une de ces peurs structurantes. Donc la peur structurante, on retrouve bien la notion de peur de Saturne, symbole de fin de vie, des phobies. C'est aussi le maître du Capricorne, vous le savez, et à l'époque on avait Pluton qui démarrait son transit depuis à peu près 1 an dans le signe du Capricorne. Et donc on retrouve bien les structures de Saturne et du Capricorne, donc il y a bien cette liaison avec le mot qu'il emploie.
donc en fait de restructuration, c'est-à-dire qu'en fait une pandémie, ben, ça restructure tous les tenants et les aboutissants d'une économie, de la société dans son ensemble, hein. Et donc c'est exactement ce qui est en train de se passer. Alors si elle n'est pas plus grave, nous dit-il, que les deux précédentes peurs liées à un risque de pandémie, puisque c'est vrai qu'il y a eu des précédents avec la crise de la vache folle, notamment en 2001 en Grande-Bretagne, celle de la grippe aviaire en 2003, donc c'était également encore une fois en Chine. Elle aura d'abord des conséquences économiques significatives, chute des transports aériens, baisse du tourisme et du prix du pétrole. C'est exactement ce qui se passe en ce moment. Donc ça coûtera environ 2 millions de dollars par personne contaminée et fera baisser les marchés boursiers d'environ 15%. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc là, tout récemment, donc cette mi-mars, juste après la super pleine lune de ce 9 mars. Et également un petit peu avant, hein, parce que ça avait commencé, il y a eu une dégringolade des cours de bourse, hein, qui ont commencé dès le 4 février et même un petit peu avant, au mois de janvier. Donc ça correspondait aux dates d'ailleurs que l'on avait données dans notre calendrier, hein. Alors donc son impact sera très bref. Donc là, vous voyez, il parle de la situation actuelle et il dit son impact sera très bref. Le taux de croissance chinois n'a baissé que pendant le deuxième trimestre de 2003, pour exploser à la hausse au troisième. Et effectivement, on peut laisser penser que les Chinois qui ont démarré, donc qui ont été en première ligne, hein, de cette crise, donc sont en train en tout cas de reprendre en main la situation et ils vont repartir de plus belle. Étant donné d'ailleurs qu'ils sont, donc le thème, hein, de la Chine, c'est balance. Donc là, on va avoir Saturne qui va venir redonner un coup de fouet au signe de la balance. Puis on aura l'année prochaine Jupiter, donc très probablement que la Chine va repartir. Donc d'ailleurs, c'est ce qu'il dit. Mais vous voyez, c'est là où la subtilité de Jacques Attali, c'est qu'à l'époque, il vous parle de 2009, enfin, il vous parle depuis 2009, et il parlait d'une crise, donc cette crise H1N1 qui venait de démarrer, donc quelques mois plus tôt, quelques semaines plus tôt, et en réalité, il était déjà en train de vous parler d'une prochaine crise, donc qui a lieu, vous voyez, 11 ans plus tard en réalité, puisqu'il vous décrit très exactement ce qui se passe, hein. Alors ensuite, donc 2003, alors il parle du taux de croissance chinois, donc qui effectivement repart à la hausse. En 2003, des mesures policières très rigoureuses ont été prises dans toute l'Asie. L'Organisation mondiale de la santé a mis en place des procédures mondiales d'alerte et certains pays, en particulier la France et le Japon, ont constitué des réserves considérables de médicaments et de masques. Ensuite, il passe à une deuxième étape. Si elle est un peu plus grave, donc là il parle de quelque chose de beaucoup plus grave. Donc ça veut dire qu'en gros, on passe à une deuxième étape qui n'a pas encore eu lieu. Donc ce qui est possible, puisqu'elle est transmissible par l'homme, elle aura des conséquences véritablement planétaires, économiques. Alors les modèles laissent à penser que cela pourrait entraîner une perte de 3 trillions de dollars, soit une baisse de 5% du PIB mondial. Et politique, en raison des risques de contagion, donc les pays du Nord auront intérêt à ce que ceux du Sud ne soient pas malades et ils devront faire en sorte que les plus pauvres aient accès aux médicaments aujourd'hui stockés pour les seuls plus riches, hein. Donc une pandémie majeure fera alors ressurgir, mieux qu'aucun discours humanitaire ou écologique, la prise de conscience de la nécessité d'un altruisme au moins intéressé. Alors là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, il va y avoir beaucoup d'argent qui va être ponctionné, dans les pays dits développés à économie de marché, dits les pays riches, hein. Donc ils vont utiliser comme prétexte, hein, le développement de l'Afrique. Donc il faudra voir véritablement à la loupe, hein, ce qu'il en est, puisque ça fait des années qu'on vous parle de ça, et puis on voit que l'Afrique, ça va toujours si mal. Donc forcément, ça va être toujours sur ce discours humanitaire, ce discours d'équilibre, d'équité, des rapports nord-sud, mais vous allez voir que donc ça va être encore une fois pour récupérer l'argent, pour siphonner l'argent comme d'habitude, pour nous taxer, pour ensuite après nous faire payer la note, hein. Alors, et même si, comme il faut évidemment l'espérer, cette crise n'est pas très grave, il ne faudra pas oublier, comme pour la crise économique, d'en tirer les leçons. Il ne faut pas oublier effectivement que 2009, hein, c'est juste après 2008, hein. Donc on a eu la crise, Lehman Brothers, les subprimes, hein. Alors, il disait, pour tirer les leçons, pour qu'avant, pardon, la prochaine inévitable, on mette en place des mécanismes de prévention et de contrôle et des processus logistiques de distribution équitable des médicaments et des vaccins. On devra pour cela mettre en place une police mondiale, un stockage mondial et donc une fiscalité mondiale. On en viendra alors beaucoup plus vite que ne l'aurait permis la seule raison économique à mettre en place les bases d'un véritable gouvernement mondial. C'est d'ailleurs par l'hôpital qu'a commencé en France au XVIIe siècle
la mise en place d'un véritable État. En attendant, on pourrait au moins espérer la mise en œuvre d'une véritable politique européenne sur le sujet, mais là encore, comme sur tant d'autres sujets, Bruxelles est muet. Vous avez sous les yeux un nouvel article paru il y a 6 jours de LCI où on vous parle de Bill Gates qui avait prédit la pandémie. Donc à Seattle, Bill Gates va faire distribuer des tests de dépistage gratuit du coronavirus. Un nouvel article cette fois-ci de l'Obs, Bill Gates et la CIA avaient prévu la pandémie et nous ne sommes pas prêts. Alors nous sommes à nouveau dans le cadre d'une prophétie autoréalisatrice, vous l'avez deviné, avec Bill Gates. Donc on voit d'ailleurs qu'on vous culpabilise, on vous dit on n'est pas prêt, alors qu'il nous avait prévenu. La CIA nous avait prévenu, Bill Gates nous avait prévenu, mais on n'est pas prêt, on ne l'a pas écouté, il va falloir l'écouter. Voilà, c'est ce que ça veut dire en tout cas, selon moi, en filigrane, c'est comme ça qu'il faut comprendre le titre. Et vous voyez également que M. Bill Gates se permet d'être magnanime, puisqu'il distribue des tests gratuits, alors qu'on le sait très bien, vous en avez vous-même des sources, que Bill Gates est à la manœuvre, bien sûr. Vous l'avez vu d'ailleurs au travers d'une des dernières vidéos qu'on a diffusées, donc qui durait à peu près un quart d'heure, mais qui était effectivement très technique, mais qui nous délivrait pas mal d'informations. Alors j'indiquais à l'époque, le 19 février 2017, je reprenais en fait un article de l'Express qui vous indiquait, je vais vous le relire, donc il y aurait une pandémie d'ici 10 à 15 ans à venir. Donc vous voyez, on ne vous parle pas de 3-4 ans. C'est-à-dire que Bill Gates n'a pas dit dans 2-3 ans ou 3 ans, 4 ans, il y aura une pandémie. Donc ça veut bien dire que là, on est dans une séquence où c'est bel et bien un galop d'essai. Donc c'est ce que, dès le début, je disais. C'est également ce qui a été confirmé par M. Fioril, qui apparemment est un spécialiste du domaine, puisque j'ai vu que sa vidéo a été datée, elle a été publiée il y a un mois. Et vous voyez, il veut parler de mise en quarantaine, alors que le mot n'avait pas encore été lâché. Donc c'est quelqu'un effectivement qui est chevronné, il n'y a pas de problème de ce côté-là, et on peut le croire s'il vous dit qu'il a publié quelque chose dans ce sens, et on voit dans la manière dont il en parle, peu importe après, parce que j'ai pu voir que sur le personnage, je sais pas, il y avait eu des critiques, etc. Moi, ça me regarde pas. Moi, ce que je regarde, c'est l'information. Est-ce qu'elle est intéressante à décrypter un petit peu comme ici, d'ailleurs. Ces personnages-là, on fait abstraction de la réputation de ces personnages. Ce qui compte, c'est est-ce qu'ils délivrent des informations très intéressantes pour nous, tout ce temps qu'on est, pour prendre les bonnes décisions. C'est, je pense, comme ça qu'il faut raisonner et sortir justement de ce prêt-à-penser. Je pense qu'un jour, j'aurai peut-être l'occasion de vous faire une vidéo là-dessus, puisque de temps en temps, on a des personnes qui... je peux comprendre, on a chacun notre sensibilité, on aime ou on n'aime pas des personnages, je peux comprendre et je me mets à la place, mais c'est vrai que je pense qu'on est dans une situation où il faut sortir justement de ce carcan dans lequel on nous a mis depuis de nombreuses années, où on met des étiquettes, voilà, t'es de droite, t'es de gauche, extrême droite, extrême gauche, etc. Tout ça, ça n'a plus aucun sens. Il faut vraiment avoir l'esprit, il faut être aware, comme dit notre ami Jean-Claude Van Damme. Alors, Bill Gates disait, ou du moins c'est moi qui écrivais ça, donc il n'est pas soudain devenu médium ou prophète, encore que du signe du scorpion ascendant cancer, puisque c'est vrai qu'il a cette double combinaison signe d'eau. Il est né le 28 octobre 1955 à 22 heures à Seattle, donc aux États-Unis. Donc c'est vrai que c'est une combinaison, ce que j'ai indiqué, qui est assez intuitive. D'ailleurs, la preuve, puisqu'il a réussi dans les affaires. Donc il incarne le mythe du self-made man, puisqu'il est fondateur de Microsoft. Et donc il a prédit dans une conférence à Munich sur la sécurité une pandémie à l'échelle mondiale qui provoquerait la mort de millions d'êtres humains. Alors selon lui, c'est la propagation d'un virus créé à des fins terroristes qui pourrait en être la cause. Donc vous voyez, il vous dit carrément à des fins terroristes. Donc le sponsor de ce colloque estime que l'épidémie peut aussi être naturelle comme Ebola en Afrique. Donc ça a eu lieu plutôt en Afrique de l'Ouest. Donc c'était Afrique de l'Ouest de 2014 à 2015 d'ailleurs, ce qui avait également fait l'objet d'un article. Donc c'est à partir de ce moment-là que je me suis intéressé à ce sujet. Donc il avait comparé avec la grippe espagnole. Alors il disait qu'elle soit naturelle ou fabriquée par des terroristes, les épidémiologistes disent qu'un virus dans l'air se propageant rapidement pourrait tuer 30 millions de personnes en moins d'un an. Alors lorsque l'on lisait son interview d'époque, qui a disparu, d'ailleurs vous verrez quand je clique sur le lien a disparu,
Donc il indiquait: «C'est assez probable, hein, que le monde aura à vivre une telle épidémie dans les 10 à 15 ans à venir», a-t-il ajouté. «C'est pourquoi nous nous mettons en danger en ignorant le lien entre sécurité sanitaire et sécurité internationale». Donc vous voyez, encore une fois, il milite bien sûr pour la gouvernance mondiale, hein, pour ce côté externalisé international. Alors 10 ans correspond tout à fait, ce que j'indiquais, à 2025-2026. La question que l'on se pose, hein, c'est est-ce que cette prophétie n'est-elle pas autoréalisatrice, hein, dans le sens où les décideurs comme Bill Gates invitent à investir massivement de l'argent dans la recherche pour créer des vaccins en quelques mois pour pallier ce fléau? Cette préconisation demeurant judicieuse peut aussi poser des questions au regard des polémiques existantes sur la dangerosité de certains vaccins actuels, notamment pour les enfants. Alors certains y contiennent de l'aluminium et d'autres adjuvants considérés comme très dangereux pour la santé. Et c'est vrai qu'avec la démographie galopante, 10 milliards à l'horizon 2050 et des ressources qui se tarissent, on espère que la conception des futurs vaccins ne tomberont jamais entre des mains malveillantes. Alors bien entendu, vous savez que quand j'écris des articles, hein, surtout à l'époque, donc je fais toujours attention, parce qu'on ne sait jamais qui peut tomber sur les articles. Donc c'est vrai que là, sur la chaîne, je suis peut-être un petit peu moins nuancé. Donc là, vous voyez, je posais sous forme de questions. En réalité, voilà, c'était très clair, hein, de toute façon, on a Bill Gates, hein, qui est derrière tout ça, et on a ces velléités donc de réduction de la population. Vous le savez, j'ai diffusé différents documents l'attestant, et vous-même, par vos propres recherches, sans doute, avez-vous déjà tiré ses propres conclusions. C'est très intéressant de jeter un coup d'œil avec le recul de l'histoire sur un article du Monde qui vous parle de cette grippe, hein, H1N1, comme 15 fois plus meurtrière que les chiffres officiels. Alors on vous dit le 26 juin 2012, puisque c'est quelques années plus tard, donc 3 ans plus tard, donc il y a un petit peu plus de recul, et on vous indique qu'il y a eu beaucoup plus, 15 fois quand même, hein, plus important que les chiffres qui ont été délivrés. Ça veut dire qu'à l'époque, il n'était pas question à l'agenda, vous voyez, de faire tout ce tapage médiatique, hein, de compter le nombre de morts, etc. Vous voyez, tout le processus, hein, qui a été mis en place, tout le protocole, de mettre les gens en quarantaine, etc. Et ça aurait très bien pu. Vous voyez, c'est le traitement aussi de la presse qui fait toute la différence, puisque vous voyez bien qu'il y a un rectificatif, un correctif qui est apporté quelques années plus tard, puisqu'on se rend compte que finalement ça a été beaucoup plus meurtrier. Hein, donc vous voyez, c'est comme une grippe, c'est quand même la grippe H1N1, elle fait partie de la même famille, hein, que la grippe espagnole, hein, il faut le savoir, hein, grosso modo, hein. Je ne suis pas médecin, mais j'ai jeté un coup d'œil et j'ai vu que c'était la même souche. Alors après, je sais qu'il y a des mutations, etc., et que les conditions étaient particulières, on va en reparler. Et on en a déjà parlé, hein, sur la grippe espagnole, mais vous voyez, donc la manière aussi dont on traite l'actualité, la manière dont on présente les chiffres, le recul aussi de l'histoire qui permet réellement de savoir, je dirais, qu'est-ce qu'on peut mettre derrière le mot pandémie, puisque le mot pandémie est utilisé un petit peu à toutes les sauces, même si effectivement on en a donné une définition claire, nous, lorsque l'on a fait notre chronique. Mais vous voyez que l'OMS a tendance, puisque l'OMS, le but, hein, c'est de préparer le terrain, préparer les consciences, vous voyez, de commencer à faire peur. Donc déjà à l'époque, vous voyez, on a commencé à faire peur. C'est pour ça d'ailleurs que Madame Bachelot donc, s'est lancée dans une surcommande et a pris tous ces principes de précaution, justement pour, vous voyez, marquer les esprits. Puis on a eu les précédents, on a eu la vache folle, etc. Vous voyez, c'est tout un processus, hein, qui marque au fur et à mesure les esprits, avec les scandales sanitaires également liés aux médicaments, où on va vous lancer des médicaments, où on va faire du profit, et puis une fois qu'ils arrivent à la fin de leur cycle, hein, une fois qu'ils vont retomber dans le domaine public, une fois que la molécule va retomber dans le domaine public, hop, on vous dit, ah bah finalement, on fait un scandale. Vous voyez, on l'utilise à double escient, à double essieu, c'est-à-dire qu'à double entrée, hein. À la fois, on fait du profit, et puis à la fin, on vous en fait un scandale, tant pis pour les dommages collatéraux, etc. Comme ça marque les esprits, ça fait peur aux gens, et en même temps, malheureusement, en même temps que ça fait du fric, eh ben ça tue les gens, tant pis. Et après, il y a des volte-face, et les gens ne retiennent pas les leçons, malheureusement. Vous voyez, quand je vois tout ce qu'on a dit pendant 40 ans sur les statines, et puis vous voyez aujourd'hui le professeur Even qui vient vous dire arrêtez les statines, pendant qu'on a mis tout le monde aux statines et que ça a créé du diabète, etc. À un moment donné, il faut que les gens, ils aient aussi un petit peu la mémoire. Moi, je vois que tout le monde plonge tête baissée, à écouter comme ça les professeurs, hein, sans remettre aussi en cause, puisque ces mêmes professeurs, ce sont eux qui ont aussi promu une liste incroyable de médicaments qui ont été retirés du marché, hein, il faut le savoir, hein. Il y a un paquet de médicaments
Il y en a plus d'une centaine qui ont été retirés du marché, donc vous connaissez aussi les noms de tous les médicaments qui ont fait scandale, les Vioxx, les Staltor, etc., Diantalvic, Levothyrox, etc. Alors bien entendu, il est toujours difficile de spéculer sur quelque chose d'aussi morbide, de savoir combien il va y avoir de morts. Simplement, voilà, ce qu'il faut garder en tête, c'est que si on prend l'exemple de 1981, donc vous aviez le VIH qui a éclos à partir de 1978 jusqu'à aujourd'hui, ça a fait 25 millions de morts. Donc vous voyez, ça s'est étalé sur une quarantaine, un peu plus d'une quarantaine d'années, donc 25 millions de morts. Donc ce qui est considérable, mais ça s'est étalé dans le temps. Donc ça aussi, c'est aussi important de le prendre en considération, puisqu'il y a une différence entre une maladie, par exemple, comme Ebola, où vous avez un taux de létalité qui est vraiment extrêmement important, où là, ça peut être véritablement l'hécatombe très très vite, sur une période très très courte, comme là, c'est effectivement, dans l'ensemble, plutôt bénin, même si vous avez différentes sources qui vous disent pardon, que le Covid-19 est en train de muter, qu'en plus on sait que c'est industriel, donc probablement qu'il doit y avoir des agents voilà, qui viennent activer donc ces principes, qui viennent augmenter probablement la mortalité. Après, allez savoir qu'est-ce qu'ont fait les docteurs Frankenstein. Donc là, on a plein de documents, bien sûr. Après, on essaye de confronter tous ces documents, mais c'est toujours difficile, bien entendu. Donc on sait en tout cas que le taux de létalité il est à peu près de l'ordre de celui de la grippe espagnole. Donc ça veut dire qu'effectivement, il peut y avoir une contamination, une hécatombe. C'est pas impossible. D'autant que comme il est fabriqué de manière industrielle, et que voilà, c'est une arme, il faut le considérer comme ça. Donc vous avez vu ce qu'a dit Bill Gates, et vous avez vu aussi tous les autres documents que l'on a à notre disposition. Donc il s'agit bien d'une véritable arme bactériologique. Donc ça veut dire que si c'est une arme, ça veut dire que ça peut être utilisé de manière ciblée. Donc il ne s'agit pas, comme on nous l'a fait croire, en nous faisant partir volontairement donc, ce coronavirus de Chine, donc un endroit où il y a une densité de population très importante, en pleine période donc, de fête du Nouvel An chinois, avec forcément des voyages qui se font, donc forcément ça donne une cohérence à l'histoire, vous voyez? Donc probablement qu'il y a un peu des deux. Là on retombe bien sur nos pieds en vous parlant d'Uranus. Je vous expliquais qu'Uranus c'est à la fois ce côté sophistiqué, ce côté artificiel et ce côté naturel avec le taureau. Donc on peut avoir une combinaison des deux entre une contamination qui se fait par voie naturelle, si vous voulez, par les poustillons, comme on vous dit. C'est pour ça d'ailleurs qu'on vous demande de ne pas vous approcher, de ne pas serrer la main, etc., qu'il y a toutes ces précautions sanitaires. Donc ça, c'est valable. Mais après, rien ne dit que pourquoi en Italie, pourquoi c'est l'Italie, pourquoi c'est l'Espagne, vous voyez, pourquoi ces pays-là qui ont été touchés avant, alors que, je sais pas, par exemple, l'Algérie, je sais qu'il y a une forte communauté chinoise, par exemple, là-bas. Il y en a beaucoup de Chinois qui se sont investis, qui habitent là-bas et qui construisent les infrastructures de l'Algérie, par exemple. Donc là, on voit que là-bas, il n'y a pas eu vous voyez, de coronavirus. On voit que l'Espagne était pas dans le peloton de tête, et puis tout à coup, vous voyez, on les retrouve dans le peloton de tête. On voit que l'Iran est touché, donc l'Iran, on sait que derrière, il y a aussi une volonté de déstabiliser l'Iran, vous voyez, et l'Italie. Donc là, vous avez mon son de cloche par rapport à ce côté financier, par rapport au fait que l'Italie, de toute façon, était en train de tomber complètement. L'Italie, vous avez Rome, vous avez des articles qui vous indiquent que Rome, c'était la capitale la plus pauvre d'Europe, donc on ne peut pas faire mieux. Vous aviez cette balance Target 2 qui était très déficitaire pour l'Italie, avec 450 milliards d'euros donc de dettes par rapport notamment à l'Allemagne, etc. Donc, et puis vous avez également, je vous avais expliqué, donc ce probable abandon de la monnaie euro avec cette préparation avec les mini-bots, cette transition pour abandonner l'euro. Donc vous voyez, c'est encore une fois cet écran de fumée. Donc pourquoi l'Italie? Mon son de cloche, moi, de mon côté en tout cas, c'est que c'est voulu. Et donc, une fois qu'on a atteint ces objectifs-là, après, voilà, on peut remettre à plus tard et faire revenir, si vous voulez, de manière saisonnière, donc ce coronavirus, justement pour maintenir toujours cette épée Damoclès au-dessus de la tête. Pour pouvoir essayer d'avoir une vision claire sur la situation, il est intéressant de comparer avec le VIH notamment. Lorsqu'on a eu le début du VIH en 1978 jusqu'à aujourd'hui, 25 millions de morts quand même, donc sur plus de 40 ans. Donc là, on parle bien de pandémie, mais qui s'est étalée dans le temps. Et ça a commencé lorsqu'on a eu
le cycle Jupiter-Saturne-Pluton que l'on a ici, donc en 2020, dans notre ciel de 2020, on l'avait ici, en balance, hein, d'accord? Donc là, la balance, hein, elle est gouvernée également par Saturne, hein, tout comme le Capricorne. Le Capricorne a ce côté beaucoup plus lent, beaucoup plus séquencé, toute proportion gardée, hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on avait fait la vidéo sur Mars en Capricorne l'année dernière, avec cette grève sur la SNCF, hein, vous vous souvenez qu'il y avait ce côté intermittent. C'est-à-dire à la fois on avait une grève de 2 jours, et puis après il y avait du repos, et puis après ça reprenait. Donc là, on peut imaginer que pour cette pandémie dont on nous parle, que ça puisse être un peu pareil, quoi. C'est-à-dire que ça puisse s'étaler dans le temps. C'est-à-dire que ça va revenir de manière saisonnière pour justement nous pousser à prendre ce vaccin, à être vacciné, voire à nous l'imposer, vous voyez. À l'époque, hein, donc je me remets dans le contexte, hein, de l'année 1981, au moment où véritablement la maladie a fait parler d'elle, hein, on avait Uranus qui était ici, où je mets la flèche. Et aujourd'hui, on a Uranus dans le signe opposé. On avait Neptune dans le signe du Sagittaire, le signe de la mondialisation. Donc c'était bien une pandémie mondiale. Et on a Neptune dans le signe du Poisson. Et c'est vrai que le signe du Poisson est également gouverné par Jupiter comme le Sagittaire avant qu'on ait découvert Neptune. Donc oui, probablement que cette maladie-là va s'étaler dans le temps et fera, quand on aura fait le décompte, là il faudra véritablement le recul de l'histoire, donc beaucoup de malades, mais surtout, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est cette combinaison avec, voilà, avec la 5G, donc là je vous renvoie sur les précédentes vidéos, et également, donc avec les nouvelles technologies, on va en parler, puisque on a quand même ce cycle, hein, Saturne-Uranus négatif. Donc si vous vous souvenez dans les significateurs, donc l'on a évoqué lors de notre chronique, hein, sur le cycle des grandes pandémies, on a bien parlé d'Uranus, hein, Uranus qui symbolise bien justement ce côté, ces nouvelles technologies, ces catastrophes, hein, dues aux nouvelles technologies. Donc ça peut être bien sûr des catastrophes nucléaires, catastrophes industrielles, mais là, on a bien ce cycle, hein, lié à la 5G, d'ailleurs, j'en ai parlé en 2019 déjà, hein. Donc j'ai expliqué que ce serait effectivement dangereux, donc en plus, donc on a saison de la 5G, mais probablement de la 6G, et on ne sait quoi d'autre encore. Je sais qu'on nous parle également du Linky. Enfin, il y a beaucoup de dangers, hein, par rapport au Linky. D'ailleurs, ça a suscité pas mal de mouvements de ce côté-là. Mais vous voyez, là, il n'y a pas eu de relais presse, hein. Vous voyez, sur les dangers de la 5G, rien du tout, hein, aucune alerte. Pourtant, il y a des lanceurs d'alerte, il y a des médecins. Pareil pour les 10 vaccins, hein. Donc, vous avez plein de professeurs, notamment de sommité, prix Nobel, hein, de médecine, Monsieur Montagnier, professeur Montagnier, c'est pas rien quand même, voilà, qui a lancé une alerte. Vous avez eu de nombreux professionnels de santé, là rien du tout. Donc vous voyez, tout est une question aussi beaucoup de médiatisation. C'est pour ça aussi qu'il faut bien recontextualiser tout cet ensemble-là. Tout à l'heure, on retrouvait bien effectivement Jupiter-Pluton, Jupiter qui donne ce côté expansif, mais en Capricorne. Donc le Capricorne, c'est un signe qui est beaucoup plus restrictif, même si effectivement on retrouve bien Saturne, hein, la grande faucheuse, mais là, vous voyez, ça cible plutôt, voilà, des personnes qui sont plutôt fragiles, même si, bien entendu, on nous parle beaucoup de jeunes, etc. On ne dit pas que certains jeunes ne vont pas succomber. Voilà, mais dans l'ensemble, vous voyez, cette fonctionnalité de ce coronavirus, c'est beaucoup pour, quelque part, malheureusement, se débarrasser de nos personnes âgées. Donc là, on se projette, hein, vous vous souvenez, on l'a déjà dit, 8 mars 2023, donc là, on retrouve le cycle Saturne-Neptune, qui a sévi notamment autour de 1345. On a eu Saturne, Neptune, Jupiter, il y a eu une concentration ici, dans le signe du Verseau, donc d'astres, donc qui ont donné cette pandémie, donc de peste noire, hein, donc qui a fait 25 millions de morts en Europe, dont 7 millions de Français, sur une population de 19 millions au total. Puisque ça aussi, il faut toujours, quand on parle de chiffres, il faut remettre dans le contexte. Bien entendu qu'un mort reste un mort, et comme on dit, qui sauve une vie, sauve l'humanité. Ça, on est bien d'accord. Mais à un moment donné, il faut remettre dans le contexte. C'est comme là, vous avez la Chine, 1 milliard ou même l'Europe aujourd'hui, hein, 500 millions d'habitants. À l'époque, l'Europe ne comptait pas autant d'habitants comme la France, hein. Vous voyez, 19 millions d'habitants, et vous aviez 7 millions de Français. Ça veut dire un taux de mortalité de 36%. Donc c'est pour ça que c'est à remettre quand même en perspective avec le coronavirus, dont le taux est 2,3%. Donc sachant qu'on a une population vieillissante, qu'il faut protéger, surtout les personnes âgées. Donc ça veut dire que si on avait une peste noire rapportée à notre population, hein, d'aujourd'hui, donc on a 66 millions de Français, donc ça ferait du 23 760 000 personnes qui succomberaient, vous voyez.
Donc si on prend maintenant l'exemple de la grippe espagnole, on avait ce cycle, vous voyez, Saturne-Neptune, on l'avait ici dans le signe du Lion. Là, c'est la grippe H1N1, enfin en tout cas, ça fait partie de la même famille. Et donc là, vous connaissez hein, le chiffre, c'était l'hécatombe, hein, 50 millions de morts, hein, autant que la Deuxième Guerre mondiale, mais en 2 ans seulement. Donc là, on avait ce cycle faux jumeau, Saturne-Neptune, Saturne-Neptune, ici, dans le signe du Lion. Donc le signe du Lion, c'est un signe effectivement qui est assez spectaculaire. Hein, souvent, quand il y a des événements en Lion, c'est assez spectaculaire, que ce soit dans le positif comme dans le négatif. Si on prend par exemple Hiroshima, hein, c'était au mois d'août, hein, au moment où on avait Pluton, hein, l'astre de la mort, donc dans le signe du Lion. Et donc on avait cette conjonction Soleil-Pluton, donc là c'était spectaculaire. Hein, on a eu deux bombes, un coup sur coup, Hiroshima, Nagasaki, vous voyez. Donc en 2 ans, 50 millions de morts, donc c'était dans des conditions très particulières de guerre, et d'ailleurs il y a eu une révolution. C'est pour ça qu'il faut aussi lier souvent la révolution, une révolution politique, avec les épidémies et les guerres souvent. Ça, on l'a bien expliqué dans notre chronique hein, sur les cycles. Et là, c'est pareil. Vous voyez, dans le futur, 2023, on a bien parlé. Là, je vous renvoie à notre chronique sur la fin de la propriété privée, hein, où on aura l'année d'après. On a parlé de l'année 2024, donc il peut y avoir une révolution politique. Vous voyez, tout pousse, tout est mis en œuvre. Hein. Vous voyez, il y a différentes composantes hein, qui poussent justement aux révolutions. Il y a bien sûr la famine, il y a la nourriture, c'est très important. Et là, encore une fois, on en a parlé avec la chronique le capitalisme est l'ennemi du repas. Donc là, encore une fois, Monsieur Jacques Attali, on en a fait une chronique, on avait même comparé, on avait parlé de koh, etc. Alors là, si je vous parle également du choléra, très rapidement, donc c'est 50 millions de victimes en 14 ans, 1832-1854. Alors ça avait démarré en 1832 avec le cycle Saturne-Neptune au Trigone, il y avait Vierge-Capricorne, donc on retrouve bien le Vierge, le Capricorne, Jupiter qui était en Poisson à l'époque, donc là on a bien les significateurs, et puis on a eu 1848, on a eu Saturne-Neptune, ici, à nouveau, comme dans 2023, donc en Poisson, hein, et à ce moment-là, on a eu la révolution de 1848 et on avait Uranus-Pluton en bélier. Hein. D'ailleurs, exactement comme au moment de la peste noire, je ne l'ai pas dit, hein, en 1345, 47, etc., on avait Uranus-Pluton ici, on avait cette conjonction-là. Donc là, je vous renvoie. Alors vous verrez les cartes du ciel hein, que je vous ai... parce que c'est vrai que ce logiciel-là est assez rudimentaire. Lorsqu'on commence à aller trop loin dans le passé, hein, il vous fait faire des erreurs. Mais voilà, on retombe quand même sur nos pieds parce qu'on retrouve à chaque fois les bons significateurs. Et voilà, moi je me fie beaucoup au cycle hein, Saturne-Neptune. Pourquoi je me fie beaucoup à ce cycle-là? Parce que c'est le cycle qui m'a amené à faire cette étude-là quand il y a eu Ebola. Et Ebola, c'était lorsqu'on avait le cycle Saturne ici, en Sagittaire, et Neptune en Poisson. Et donc effectivement, cette maladie Ebola, ça fait vraiment peur. Là par contre, si c'était Ebola, je ne tiendrais pas ce discours. Je ne dis pas que coronavirus, c'est pas dangereux, loin de moi cette pensée. On espère qu'on en sera tous préservés, en tout cas au maximum. Mais voilà, ça n'a rien de commun avec, en tout cas, ce type de maladie. D'ailleurs, vous avez vu l'article hein, que je vous ai remontré hier dans la précédente chronique, qui a été effacé, hein, où on vous rassurait, on vous disait, on en guérit quand même à 99%. Ce qui est problématique, c'est plus notre système de santé, notamment en Italie, qui n'est pas prêt à accueillir une population vieillissante hein, qui va arriver d'un coup. C'est déjà le cas avec justement le long travail de sape de notre système de santé qui a été entrepris depuis très longtemps par nos politiques, hein, en mettant en faisant fonctionner les hôpitaux comme des entreprises avec des endettements sur les marchés privés, etc. C'est plus ça le problème. Hein. D'ailleurs, M. Macron a parlé d'argent magique. Vous vous souvenez quand il a été interpellé, quand il était en visite dans un hôpital, hein, il disait il n'y a pas d'argent magique. Et bien malheureusement, il y en a de l'argent magique, mais sur les marchés financiers. D'ailleurs, on l'a vu dans une de nos chroniques, hein, on a parlé d'opium. Il y a eu monsieur Marc Toiti, économiste, qui a parlé d'opium. Donc là, oui, il y a des distributions d'argent magique, mais par contre, pour les hôpitaux, non. Donc c'est là le problème, surtout. Sinon, normalement, dans un pays digne de ce nom-là, comme la France ou des pays dits développés à l'économie de marché, s'il n'y avait pas eu ce sabotage en amont, on aurait pu faire face assez facilement à cette crise sanitaire. Mais justement, le but, c'est de créer cette panique, qu'on soit complètement débordé, qu'on dise qu'on n'est pas prêt, etc., pour justement créer les conditions de ce grand changement, donc annoncé et proposé par donc les deux prédicateurs là, dont on a parlé, M. Attali et donc monsieur Steve Jobs, donc l'inventeur de Microsoft, hein, Bill Gates.
Donc là, vous avez un petit peu les éléments donc, pour pouvoir comparer maintenant, hein. Et on s'était projeté également sur l'année 2025. Donc là, ça correspond bien à ce que disait Monsieur Bill Gates, hein, environ 10 ans, 10-15 ans, il parlait, hein. Donc c'était en 2017, l'article datait de 2017. Donc là, on retrouve à nouveau, vous voyez, ce cycle Saturne-Neptune, hein, on en avait parlé déjà précédemment, dans le signe du bélier. Le bélier gouverne la tête. Donc là, très probablement qu'il pourrait y avoir un problème au niveau de la tête, voire des yeux. Donc là, ça correspond bien à ce que nous a indiqué la couverture de The Economist 2020, qui vous parlait des lunettes. Donc c'est possible qu'il y ait des problèmes aussi au niveau visuel, au niveau de la tête, des céphalées, voilà, les gens ont mal à la tête. Et il faut savoir aussi que quelques mois plus tard, on aura Uranus qui transitera, qui commencera son transit dans le signe du Gémeaux. Et le signe du Gémeaux, c'est un signe lié aussi aux facultés cérébrales. Et vous savez que justement toutes ces ondes attaquent le caractère, le côté cérébral. Et vous savez aussi que c'est un symbole, hein, c'est ce qui nous différencie. Si on a des liens très étroits avec les animaux par rapport à notre sensibilité, nos émotions, etc., et que les animaux aussi sont intelligents, mais il y a voilà, des facultés qui sont différentes, hein, qui font qu'on est des êtres humains, et qui font que notre intelligence, elle est censée être supérieure, encore que l'intelligence, voilà, vu comment elle est utilisée à notre époque, hein, on voit qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, mais voilà, avec l'intelligence artificielle en parallèle, donc attaquer notre intelligence comme ils l'ont fait depuis tant d'années, avec un abaissement de l'éducation, avec l'abrutissement, avec tous ces programmes télé débiles, etc. Ce prêt-à-penser aussi, hein, qui nous prépare le prêt-à-penser, quand les éditorialistes vous disent ce qu'on doit penser, quand vous avez la bien-pensance, etc., c'est aussi une préparation. Donc est-ce que justement il n'y a pas aussi cette attaque donc il n'y aurait pas un virus concomitamment au coronavirus qui continuerait à travailler probablement encore un petit peu, vous voyez, si c'est étalé comme pour le VIH sur plusieurs décennies, et parallèlement à ça, il vous lance un nouveau bébé, vous voyez, même de nouveau, ou alors on attend le pic, vous voyez, avec le cycle hein, Saturne-Neptune, donc on atteint le pic avec le coronavirus, et puis après, il vous en lance un nouveau, beaucoup plus guerrier, dans le signe d'ailleurs du bélier, qui est le signe de l'OMS. Donc je vous parlerai du thème de l'OMS un petit peu plus tard. Donc voilà un petit peu ce qu'il faut garder en tête, hein, c'est le cas de le dire, puisque ça peut être la tête donc, qui pourrait être visée, mais il y a plein d'autres menaces de toute manière, hein. Je réponds très brièvement à une question qui m'a été posée par Annie. Est-ce que à partir du 4 avril, il peut y avoir une amélioration? Donc je dis pas non, mais je dirais que tant qu'on est sous la menace hein, de ce cycle hein, Saturne-Uranus, d'ailleurs vous avez vu qu'ils ont annulé, ils ont même reporté la Coupe d'Europe, hein, c'est pas rien, puisque la Coupe d'Europe devait se jouer normalement sur cet été, en tout cas sur la fin du printemps et sur l'été. Donc ça montre bien qu'ils projettent hein, le fait que ce coronavirus va continuer, va mordre hein, sur l'été. Je pense qu'après ça va baisser et que l'été ça va aller mieux, mais qu'ensuite, attention, lorsqu'on aura un retour de ce cycle Saturne, puisque Saturne va progresser en Verseau, donc à partir du 22 mars jusqu'au 12 mai. D'ailleurs, le 12 mai, ça correspond à la date, hein, je vous l'avais déjà dit, de Florence Nightingale, la date d'anniversaire donc, dont nous a parlé la couverture des économistes. Donc probablement, peut-être qu'à ce moment-là, il y aura, on va, je ne sais pas, dire que la chloroquine, finalement, ce médicament-là, marche bien et voilà, ça permet peut-être de baisser un petit peu le rideau, vous voyez. Mais je reste quand même sur mes gardes, puisque donc, vous avez les compétitions sportives, hein, vous voyez, quand même, qui sont annulées, etc. Et on a toujours ceci qui sera menaçant, même lorsqu'on aura Saturne qui sera de retour après le 1er juillet, qui sera de retour en Capricorne, qui restera menaçant, puisqu'en termes de degrés, on aura toujours ce cycle Saturne-Uranus en embuscade, et on le retrouve après au mois de novembre, décembre, hein, le 16, 17, 19 décembre, on aura le cycle Jupiter-Saturne, c'est-à-dire que ces deux-là vont être en Verseau. Donc là, attention, ça veut dire qu'on aura une recrudescence probablement, qu'il y aura un retour de ce coronavirus. Après, on va nous dire qu'il a muté, vous allez voir. Ils vont continuer à en faire, hein, c'est pour qu'on se fasse vacciner. De toute façon, c'est ça. Le plus grand danger, ça peut venir surtout de là. Donc, moi, je resterai prudent. Bien sûr qu'à un moment donné, il y aura un relâchement pour que les gens puissent souffler. Mais je pense qu'il y a aussi une guerre d'usure, une guerre psychologique. Vous voyez, les gens en avaient déjà marre des grèves. Hein, moi, je me souviens des gens, ils me disaient quand est-ce que ça s'arrête la grève, j'en peux plus, etc. Et là, c'est, vous voyez, coronavirus, confinement, guerre psychologique.
Et puis le signe du Verseau, c'est le signe du milieu du ciel, hein, de la 5e République, hein. Du 28 septembre 1958 à 22 heures, on a le milieu du ciel qui correspond bien à la vie publique. Donc ça veut dire qu'on est fortement impacté, hein. Donc là, il y a une limitation, bah, vous le voyez, des libertés. Donc il y a cette pénurie. Donc c'est les différentes fonctions dont on a parlé. Provoquer des problèmes alimentaires, hein, vous savez combien l'alimentation est importante dans les révolutions. Aggraver les problèmes économiques, financiers. Donc là, immobilier, la monnaie, masquer la dégénérescence, hein, du système monétaire programmé, masquer cette décroissance et la chute des cours de bourse inéluctable de toute façon. Donc c'est aussi le signal, hein, pour tondre les moutons. On dit souvent que l'argent revient aux très gros, qui rachètent les plus petits. D'ailleurs, c'est pas étonnant puisque on a donc ces entreprises, hein, qui périclitent. Alors là, je pense qu'on va pas tarder à être coupé. Donc je vais vous dire à très vite. On aura l'occasion de revenir sur tous ces sujets et d'approfondir, mais gardez bien en tête que on arrive vers ce 2020 vert et rouge. En fait, tout est fait pour nous amener vers ce côté rouge et vert en rapport avec ce qui nous a été annoncé dans la couverture de The Economist 2020. Donc ce qu'il faut, c'est se fier à nos prédicateurs, donc ceux qui font des prévisions autoréalisatrices